Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Face au vacillement incessant et grandissant du monde, au triple plan éco-climatique, politique et socio-sanitaire, la Société africaine de métaphysique, fidèle à la raison de sa création, à savoir porter plus haut, non seulement l'écho de la voix du continent africain dans le concert des civilisations, mais aussi offrir la nouvelle voie salvatrice pour l'humanité, exponentiellement acculée par une civilisation technoscientifique tourbillonnaire, vertigineuse et tendanciellement apocalyptique, parce que subsumée par l'offre de propositions des apostrophes. Une panoplie de voies également athéistiques, ne menant nulle part si oui, à l'anéantissement de l'homme et cela, nonobstant leurs oripeaux simulant une laïcité pourtant intenable, simple principe de bon sens couplé à l'exigence de la pensée profonde et rythmé par un chapelet de voix sans cœur. La réflexion sur la physique sociale et la gouvernabilité, post-coloniale en Afrique, envoie tout d'abord dans des itinérances plurielles, adossées à la polarisation constitutive des États majoritairement laïques, ensuite dans le constat non seulement de la crise de l'institution étatique, mais également à la stature éthique de l'éthique dans l'ère du convivre, mettant de facto la morale en danger. De toute évidence, dans la mesure où dans son bassin de parturition, la notion d'État laïque renvoie à la séparation du pouvoir politico-administratif ou laïque et du pouvoir religieux et supposé vertueux, selon la récurrence de ces occurrences principielles, aux fins clamées de garantir l'exercice des cultes. Il y a lieu de s'inquiéter des glissements sémantiques, des travestissements théorico-praxiques et par conséquent de devoir questionner la main basse sur l'État et à l'apostrophe. Espace public, par des entités diversement séparatistes, sectes, loges, cercles ésotériques, nouvelles églises, etc., dans l'optique d'avoir un contrôle quasi monopolistique des différents rouages et leviers de l'État, à savoir les pouvoirs politiques, administratifs, militaires, économiques, scientifiques, artistiques et religieux, etc. Et c'est précisément le caractère incestueux, du moins en référence au principe de laïcité qui subsume l'État moderne qui dès lors, met à mal aussi bien la liberté du citoyen, la justice sociale, l'égalité, la fraternité nationale et cosmo-citoyenne que le principe même de séparation des pouvoirs. Un tel hiatus oblige l'intelligentsia de notre temps à s'interroger sur la possibilité même de l'effectivité de l'État laïque. En d'autres termes, l'organisation et la gouvernance efficiente de l'espace public en général et dans le bassin sociétal négro-africain en particulier sont-elles possibles, sous la bannière de l'État laïque, au-delà des réclames relativement à la séparation des pouvoirs entre le religieux et le politico-administratif, l'effectivité de la Constitution ? En effet, pour la Société africaine de métaphysique, si la constitution de l'espace public est non seulement possible et nécessaire, l'effectivité d'un État véritablement laïque est impossible, c'est une idéologie manipulatoire. Cette conjecture traduit aussi bien le travestissement en trompe-œil du pouvoir religieux dans l'organisation et la gouvernance de l'État, que la tension et l'écartèlement du principe de liberté du citoyen, dans la querelle des dieux dans laquelle se trouve englué l'espace public de notre temps. Ainsi, en ces temps niais de séparatismes divers, il revient à l'esprit critique et notamment à la conscience africaine contemporaine, de penser à nouveau frais le fondement, l'esprit, la logique et la philosophie de la laïcité, pour en évacuer les antinomies, aux fins d'élaborer et de proposer une approche de l'espace public, au sein duquel l'homme vivra son humanité, sans devoir osciller entre deux versants distincts, différents voire opposés dont l'unité constitutive se pose pourtant comme matrice et horizon du sens de son existentialité. Comprendre et analyser cette situation dichotomique du convivre dans l'espace public aujourd'hui requiert une remise en question de toutes nos idées reçues, notamment relativement à la conception de l'État, depuis la modernité. Il s'agit donc d'un immense défi que doivent affronter et relever les sciences sociales, les sciences humaines, la philosophie, la métaphysique, les sciences politiques et les sciences religieuses, etc. D'où l'intérêt que revêt cette thématique transversale, pour tous les acteurs de l'espace public, pour les chercheurs et enseignants-chercheurs intéressés, des disciplines susvisées. C'est donc dans cette optique que, face à la fracture sociale, ponctuée par des séparatismes de tous ordres et plus précisément par la problématique de la laïcité d'une part, constatant les errements de l'humanité en général et des Africains en particulier, face à la crise sanitaire engendrée par la SARS-CoV-2 à l'origine du Covid-19 d'autre part,
la Société africaine de métaphysique entreprend une démarche méditative sur la situation et la condition de l'homme face à ces deux situations également critiques, qui hypothèquent la sociabilité et le sens de notre existence, notre vocation signifiante et eschatologique, en ce qui concerne la laïcité, et la survie même de l'homme, son présent et son avenir dans le monde, s'agissant de la pandémie en question. En effet, réfléchir sur ces deux situations critiques et préoccupantes au plus haut niveau, est avant tout pour la Société africaine de métaphysique, faire assumer à la philosophie en général et à la métaphysique en particulier, la fonction et la responsabilité qui sont siennes, à savoir, celle d'être la science avant-gardiste par excellence, compte tenu de son pouvoir critique, de sa puissance analytique et de sa dynamique prospective qui lui confère, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, autorité de science qui subalterne les autres disciplines. Cela en ce sens que, pour la Société africaine de métaphysique bien sûr, il convient de comprendre la métaphysique ici selon la conception négro-africaine de la connaissance véritable. Une conception fondamentalement et absolument réologique et dont le postulatum de base est que tout est en relation avec tout. Ainsi, dans une telle perspective, il n'y a pas de rupture tranchée à établir entre par exemple le visible et l'invisible, le corps et l'esprit, la physique et l'au-delà de la physique, l'ici et là-bas, et par conséquent entre le pouvoir temporel et le pouvoir divin, voire entre les champs disciplinaires. Dès lors, partant de ces précisions définitionnelles, et loin de prétendre atteindre l'acmé de la signification de chacune des contributions qui constituent ce livre, le présent liminaire entreprend de n'expliciter que l'enchevêtrement de leurs lignes directrices respectives. Ainsi, la première partie intitulée « La laïcité en question » comporte 7 contributions. Pour ouvrir ce banquet noético-noématique, le professeur Jean-Gobert Tano, de l'Université de Bouaké, Côte d'Ivoire, s'intéresse à la justification de la présence de l'homme dans le monde, dans le double sens de l'ipséité et de la socialité. Aussi interroge et s'interroge-t-il, pourquoi sommes-nous ? Dr Clotaire Mintoume, Université de Yaoundé, centre son analyse sur le problème du criticisme kantien comme philosophie de la laïcité. Le vexillologue français, Dr Patrice de la Condamine, conscient des itinérances et des polarités caractéristiques de l'histoire récente des pays africains en général et de ceux dits francophones en particulier, entreprend une lecture et une analyse adossées à des matériaux historiques plausibles, qui permettent de comprendre la situation présente de ces espaces publics, menacés par des tensions susceptibles d'envoyer dans des déchirements internes, faute d'une véritable culture de partage des valeurs communes qui font l'âme d'un peuple. C'est précisément dans cette optique qu'il convient de lire et de comprendre sa contribution stimulante et enrichissante portant sur la philosophie des drapeaux d'Afrique francophone, à partir de l'éthique philosophique de la vexillologie dans la lecture du panafricanisme. Pour Gauthier Conrad Mbatsogo, Université de Yaoundé, il convient plutôt de lire, de comprendre et d'interpréter la laïcité à l'interstice de sa confluence entre le religieux et l'obséquieux, confluence qui par conséquent nécessite une autopsie, aux fins de remédier à ce qu'il qualifie de contrebande conceptuelle d'antan à notre temps qui la ronge. Muriel Melinguimedjo, Université de Yaoundé, pose et examine le problème de la laïcité à travers le triptyque judaïsme, sionisme et État, en mettant en lumière les connexions quasi consubstantielles entre judaïsme et État. Dr Fabien Mathurin ENGNGUEABANDA, Université de Yaoundé, prend réflexivement en charge les paradigmes de l'universel, culture et démocratie, à partir de la philosophie de l'enracinement de Simone Veil. Guy Robert EYAGA, quant à lui, examine les rapports entre les religions traditionnelles africaines et l'État, examen adossé à l'herméneutique mettant en relief le syncrétisme y prégnant et qui établit aussi la contribution des dites religions à la métaphysique africaine. Quant à la deuxième partie intitulée « Le coronavirus, quelle leçon pour l'Afrique ?», elle comporte également 7 communications. C'est ainsi que dans le chapitre 8, bien au-delà de la détresse, de l'angoisse et des transformations socio-comportementales, professionnelles, financières et économiques causées par cette pandémie, le professeur Jean-Bertrand Amougou s'interroge sur les opportunités inductibles du Covid-19 pour l'Afrique. Professeur Hortense Elvire BYE, biochimiste à la faculté des sciences de l'Université de Yaoundé,
axe sa réflexion au chapitre 10 sur l'examen des potentialités africaines relativement à cette pandémie, d'où le caractère suggestif et incisif de son article qu'elle intitule « African Potential Traditional Capacity with Emphasis on Indigenous Medicine Revealed by Coronavirus ». Professeur Nathan Noah Onana et Dr Donadoni José Kaahija Manga Université de Maroua examinent le Covid-19 et regard sur les circonstances et les fondements de production de la pensée sociologique. Dr Philippe Nguemeta, Université de Yaoundé, dans une posture et une perspective heuristique proximale, mais référencée au regard croisé entre médecine scientifique et médecine traditionnelle africaine, pose et élucide le problème des pratiques médicales à l'épreuve de la pandémie à coronavirus. Dr Ernest Ngwang articule sa réflexion autour de la problématique de la positivité ou de la négativité du coronavirus en Afrique, relativement au regard jusque-là porté sur la médecine traditionnelle. Aussi formule-t-il son article « The Coronavirus, a Provocative Agent for Development for African Pharmacopoeia ». Sylvia Enouabru, Gutenberg University, Mainz, Germany, et Priyakshi Pandey, Mumbai University, India, dans leur étude axée sur s'appuyant sur la crise sanitaire mondiale et ses effets, s'interrogent sur la dépendance alimentaire de l'Afrique. Tels se déclinent les grands axes de leur contribution. Covid-19, Curbing Africa's Food Dependency through the Revival of Locally Produced Food for Sustainability. Marie-Grégoire Mbezoa s'intéresse à cette pandémie en mettant en relief l'impuissance de la science. Aussi esquisse-t-il une illustration des limites et des défaillances actuelles des technosciences biomédicales. Que les lectrices et les lecteurs trouvent ainsi dans ces sillons noétiques et graphiques, l'ébullition, la densification et l'intensification du nouvel esprit d'Afrique, qu'il faut comprendre comme l'aurore du grand retour du continent noir, nonobstant toutes les stratégies jusque-là mises en œuvre, aux fins de mettre définitivement en hibernation la plage socioculturelle négride. Jean-Bertrand Amougou. Première partie, la laïcité en question. Chapitre 1, POURQUOI sommes-nous? Prof. Jean-Gobert Tano. POURQUOI sommes-nous? Cette question, dans sa simplicité apparente, est d'une absolue complexité, pour autant qu'en elle s'articulent et unit des problématiques multiples et diverses, parfois opposées. Et la lecture de leur unité ne peut être pertinente qu'en posant de manière radicale cette question, parce que l'homme ne constitue pas moins le point de jonction de l'éternité et du temporel, de l'infini et du fini. Le problème qui alors sous-tend la question « Pourquoi sommes-nous ?» est celui de la juste tenue du sujet humain dans cette jonction. Dans quelle mesure par l'homme, le temporel reçoit-il sa consistance de l'éternité et le fini son éclat de l'infini? Il nous semble que cette question constitue le ressort indiscutable de l'aventure philosophique de notre humanité. L'homme peut habiter l'histoire d'une façon élégante et profonde, que parce qu'il peut se recevoir et s'accueillir d'un ailleurs, qui n'est pas simplement posé là, dans immédiatement donné. L'homme est un être du temps, débordant infiniment le temps. De ce paradoxe naissent la dynamique du sens et la nécessité d'une exigence comme la justice, de telle manière que nous pouvons dire que nous sommes, parce que portés par la justice, en vue de l'atteindre. La cause et la visée de notre présence dans le temps de l'histoire sont inscrites dans la justice. En d'autres termes, l'homme n'est que pour autant qu'il est juste, car de la justice tout prend sens et valeur. Dès lors, qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la philosophie. Voilà sans doute une réponse qui ne peut manquer de faire rire les servantes de Thrace, parce que la justice relève avant tout d'une science comme le droit. Alors pourquoi la philosophie est-elle considérée comme justice? Si la philosophie est justice, c'est que la justice est autre chose qu'une simple application de loi, dans la mesure où la loi même, pour être loi, doit se recevoir d'une instance qui lui donne d'être loi, celle de la pensée. Or, penser ce n'est pas formuler des opinions, mais conférer à l'idée une justice, en la faisant correspondre à une réalité donnée. Penser, c'est alors penser le juste dans le vrai. Si nous sommes des êtres par essence pensants, c'est que nous sommes pour penser juste et être juste. Dire ainsi les choses est simple. Mais la complexité de notre être se résume dans la rigueur de la pensée, à partir de laquelle seulement la justice peut advenir. Penser est alors une tâche exigeante. Sommes-nous profondément conscients sur cette terre qu'on nomme Afrique?
La philosophie a-t-elle de la pertinence dans l'aujourd'hui de notre Afrique? La pertinence de la philosophie comme science du penser, c'est-à-dire de l'idée portée à la rigueur de sa vérité, suppose qu'en Afrique, nous saisissions dans une absolue continuité l'essence du penser comme justice, laquelle est avant tout une exigence ontologique. Comment pourrait-il en être autrement, quand on sait que la philosophie dans l'aventure de l'histoire humaine commence par une recherche du vrai et du juste, en tant que ce qui correspond à un ordre de principes et de lois, auquel aspire confusément dès le départ notre être. La première phrase de la première page du livre d'Aristote, La métaphysique, donne une parfaite preuve de cette disposition ontologique en nous, comme élan vers le vrai et le juste, qui n'aura de consistance et d'éclat que dans l'effectivité de ce qui est en puissance en nous. Aristote écrit en effet ceci: « Tous les humains ont par nature le désir de savoir. » Livre A, 981-21. Si tous les hommes veulent le savoir, cela ne veut pas dire qu'ils savent tous a priori comment le constituer. Et comme Heidegger le dit si admirablement dans son ouvrage, qu'appelle-t-on penser? Si tous les hommes pensent, ils ne sont pour autant pas tous des penseurs. Le savoir n'est pas une simple convenance. Il suppose l'ordonnance à une hiérarchie de sens qu'il faut penser et construire, et qu'un simple désir ne saurait le constituer en soi. Dès lors, il faut un ajustement à la fois interne et externe du sujet pensant que nous sommes, dont la bipédie à position verticale est l'indice indiscutable d'une exigence de droiture, dont parle admirablement Giordano Bruno. L'effort d'ajustement interne et externe est un travail de fondation de l'objectivation de notre rapport à nous-mêmes et au monde, car le monde n'apparaît tel qu'il est que par une représentation essentielle, non celle d'une volonté subjective, comme le montre Schopenhauer dans son ouvrage, Le monde comme volonté et comme représentation, mais celle d'une vérité venue des profondeurs de notre être. Cette vérité est que notre être se structure dans une justice originelle, en tant qu'elle est une hiérarchie de sens, ordonnée de manière rigoureuse à une cohérence de loi. La loi positive reçoit, pour ainsi dire, sa consistance de la loi ontologique. Nous sommes dans la mesure où nous objectivons sans discontinuité cette loi ontologique. Nous sommes dans la mesure où nous habitons la justice ontologique. Désirer donc le savoir par nature comme allant de soi, sans une motivation extérieure et historique, c'est avant tout penser la justice ontologique, sans laquelle aucune valeur sociale et politique ne peut être historiquement porteuse de sens et de dynamisme. Quelle est alors cette justice ontologique, pour laquelle nous sommes des bipèdes à position verticale? Autrement dit, quelle est notre vérité substantielle, irréductible, qu'aucune race, qu'aucune culture et qu'aucun continent ne peut objecter parce que profondément notre identité? Si nous sommes capables de nous réunir et de discuter de choses sensées, alors que nous sommes de races, de cultures et d'histoires différentes, c'est qu'au fond quelque chose de fondamental nous définit et nous unit, comme appartenance commune irrécusable. Cela paraît évident, et pourtant non, tant est forte la tendance à une absolutisation réductrice de la différence. Une telle attitude résulte sans doute de l'absence d'une claire lecture de soi, celle qui ne comprend pas ou qui parfois refuse délibérément que la bonne représentation du monde extérieur et relationnel procède d'un ajustement intérieur comme mise en hiérarchie de l'ordre initial ou primitif, c'est-à-dire premier dans la constitution de l'homme. D'un point de vue théologique, on parle d'une perversion de cet ordre par la faute originelle, à cause de laquelle malheureusement, les ouvriers de la parabole de ceux de la dernière heure dans l'évangile de saint Matthieu, ne peuvent saisir toute la beauté de la bonté du maître du domaine, créant ainsi en récrimination et révolte quand celui-ci décide de donner tout autant au dernier qu'au premier. Le mystère du bien transcende les limites du simplement temporel. Ainsi l'ordre initial perverti et la hiérarchie inversée du sens ne veulent pour autant dire qu'ils ont disparu,
Ils subsistent malgré la détresse de leurs états. Ils peuvent donc être rétablis dans leur splendeur, pour reconduire l'homme à sa vérité substantielle, celle dans laquelle il aurait dû se maintenir en tant qu'existant. L'existence, qui est privilège spécifique à l'homme, ne doit lui donner l'excuse d'une orientation dans tous les sens de sa vie. L'homme existe dans la mesure où il peut subsister, c'est-à-dire se tenir fermement dans l'ordre initial, dans lequel il a toujours été tissé. Rendre conforme l'existence à la subsistance, telle est la finalité de la philosophie, et celle-ci n'en constitue pas moins une œuvre de grande justice. C'est pourquoi Aristote a pu dire que la philosophie est le meilleur des dons du divin à l'homme. Philosopher, c'est d'une certaine manière converser avec Dieu, pour que l'homme habite la plénitude de son humanité. La hiérarchie de sens, procédant de l'ordre initial en nous, n'est que le reflet de la présence divine en nous, et que seule une mystique, dans une contemplation essentielle de Dieu, peut rendre éclatante et consistante notre marche dans l'histoire, par l'effectivité d'un savoir se sachant absolument selon la belle formule de Hegel. Le seul ouvrage de philosophie, d'une grandeur à la fois initiatique et historique, dont la saveur demeure éternellement enivrante, qu'aucune œuvre philosophique postérieure ne peut surclasser, et que débutants et vétérans de la philosophie doivent visiter et revisiter avec grand enthousiasme, toujours renouvelé, celui de la République de Platon, pose de façon centrale la question de la justice comme explicitation de la justice ontologique, sans laquelle aucune autre forme de justice ne peut être vraie et pertinente. La question de la justice est la question de la question : pourquoi sommes-nous ? Expliciter la cause et la finalité de notre être, c'est avant tout répondre à la question : qui sommes-nous ? Kant l'a posée autrement, en la formulant ainsi comme question directrice de sa pensée : qu'est-ce que l'homme ? De cette question principale, Kant en déduit trois autres, qui constituent la structure générale de sa pensée philosophique, à savoir : que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Mais avant Kant, Platon avait déjà posé les fondations de la grande aventure de la philosophie en balisant son chemin, car la connaissance de toute chose dépend avant tout de la connaissance du sujet humain. C'est le « connais-toi toi-même » de Socrate, pour autant que la connaissance de soi est la terre natale de la vérité. La connaissance de soi n'est pas alors une introspection, mais une distanciation pouvant objectiver le soi pour s'ajuster au fond substantiel, qui a toujours caractérisé l'homme. Quel est ce fond, fondant la justice ontologique ? Le lecteur attentif découvre que ce grand classique de la philosophie, la République de Platon, s'ouvre sur une cérémonie religieuse au livre 1 et se termine au livre 10 par une question hautement religieuse, celle de l'eschatologie, c'est-à-dire des fins dernières. La destinée heureuse ou malheureuse de l'âme, selon qu'elle fut vertueuse ou maléfique. Pourquoi ce début et cette fin pour un ouvrage de haute rationalité, dont la finalité n'est ni moins ni plus que la constitution solide du savoir, c'est-à-dire de la vérité essentielle, en le distinguant et l'éloignant des fausses informations de l'apparence et l'opinion ? Simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une pensée sûre, mais d'une pensée de, en tant qu'elle ne se résume pas à une compilation de connaissances diverses, mais à l'articulation rigoureuse d'un authentique savoir transfigurant le sujet pensant. Le désir naturel du savoir est alors, pour le sujet pensant, l'expression d'un statut d'héros comme médiateur du sens qui l'a précédé, et lequel dispose en lui d'une chose comme l'âme. L'âme en l'homme est la jonction de l'éternité et du temporel, de l'infini et du fini, dont l'essence, toujours incandescente, est portée par cette qualité spécifique qu'est la raison. La raison est d'essence divine. Quoiqu'elle puisse subir sous la pesanteur abyssale et déroutante du corps, elle ne peut nullement se déstructurer dans son essentialité, d'où l'idée devenue presque proverbiale parce que bien connue selon laquelle le fou est celui qui a tout perdu, sauf la raison. La raison, d'essence divine, en l'âme, est à l'image d'une porte, regardant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Le regard intérieur est tourné vers le divin, et celui de l'extérieur, tourné vers l'homme et son monde, afin de laisser passer la lumière divine vers les réalités humaines et terrestres. Le passage de la grandeur du haut vers le bas se fait par la méditation de l'âme, dont la vérité ne peut s'épuiser dans la corporéité. C'est pourquoi elle pourra survivre de façon heureuse ou malheureuse après son départ du corps. Or, il se trouve que nul ne vit pour se donner comme objectif d'être malheureux. On ne l'est que malgré nous. Heureusement que ce malgré nous n'est pas de l'ordre de la fatalité. L'homme peut toujours se donner les conditions d'une vie heureuse,
sans quoi d'ailleurs nous ne serons pas des êtres pensants. Le grand ouvrage d'Aristote, Éthique à Nicomaque, n'est-il pas pensé à partir de cette question non moins essentielle ? Dans quelle mesure l'homme peut-il vivre le bonheur ? En d'autres termes, dans quelle mesure le bonheur est-il possible pour l'homme ? L'homme peut être heureux à condition d'être attentif à lui-même, d'être mu par une écoute rigoureuse de ce que Heidegger nomme l'appel de la conscience morale, dans Être et Temps, qui en vérité n'a rien d'une pensée morale, mais l'expression de la profondeur authentique dans laquelle l'homme et le monde demeurent, et de laquelle nous recevons la lumière de consistance historique, dont l'exige reflet est la pensée, cette disposition par laquelle nous accordons séjour à ce qui accorde durée. Nous sommes des êtres pensants parce que nous avons une âme, dans un monde où aujourd'hui nous assistons à une mécanisation absolue de tout, au point où pour certains chercheurs en neurosciences, l'âme ne saurait être, et que la raison métaphysique ou la croyance religieuse qui lui donne une réalité, n'en est pas moins ridicule et insensée, vu que par l'imagerie radiophonique, on peut bien constater l'interaction des neurones pour produire du sens et la compréhension. Si tel est le cas, l'homme ne serait que d'une platitude ahurissante. Or il est de notoriété qu'en l'homme subsiste toujours une part de mystère, mystère au sens d'une profondeur d'être, par laquelle l'homme peut concevoir de manière admirable des choses du présent et même celles du futur. L'homme a toujours une âme, c'est sa puissance d'être et de projection dans l'histoire. Dès lors une pensée comme celle de Platon, qui dès l'aube a balisé le chemin de l'aventure rationnelle de notre humanité, reste toujours d'une actualité méditative. Le fond de la justice ontologique est la vérité de l'âme, en tant qu'elle est en relation ontologique et ontique avec le corps. Le bonheur de l'homme, âme et corps, dépend alors de la juste interaction entre l'âme et le corps. Et ce bonheur individuel est au fondement du bonheur collectif, c'est-à-dire de la cité. L'homme, nous dit Aristote, est un animal politique. Ce qu'il est influe sur la communauté sociale, et ce que celle-ci est influe sur l'individu. Au collectif comme à l'individuel se trouve l'homme dans sa singularité. C'est pourquoi il est important de le penser dans sa dualité. Convaincu qu'il y a un lien indiscutable entre justice et bonheur, finalité de notre vie terrestre et eschatologique, Platon par Socrate élucide l'essence de la justice, pour au fond expliciter la vérité ontologique du sujet humain, car il s'agit de savoir en clair qui est l'homme dans son essence. L'essence de l'homme par laquelle il accomplit son bonheur, correspond à une juste ordonnance de celui-ci à la structure initiale de son être, comme sa vérité ontologique. Vérité ontologique et justice coïncident alors dans le mouvement de la pensée que Platon déploie dans la République, pour déterminer de façon durable l'absolue condition de l'épanouissement authentique de l'homme dans la cité. Une cité heureuse, et donc de total épanouissement pour ses habitants, est celle où l'homme est en accord ontologique avec lui-même. Il apparaît de ce point de vue qu'il faut penser le rapport entre l'âme et le corps. De ces deux réalités laquelle oriente et détermine l'autre. Répondre à cette question de manière méthodique et rigoureuse est en soi explicitation de la justice, car celle-ci est ici le bon ordre à partir duquel seulement l'homme n'est pas que composé d'âme et de corps, mais l'unité substantielle des deux qui donne à son existence la plénitude de son sens. Pour Platon, l'âme n'est pas seulement le principe vital de notre être, mais sa justice, en tant que c'est en elle que l'homme doit s'accorder à son humanité. L'excellence de celle-ci résulte d'une rigoureuse ordonnance de l'âme en ce qu'elle est en sa vérité. En effet, selon Platon, existent en l'âme trois principes, qui ne sauraient se confondre ni s'inverser, sinon l'âme se viderait d'elle-même et tomberait dans une épouvantable médiocrité, aux conséquences existentielles intenables. Ces trois principes sont le principe rationnel, le principe d'ardeur, le principe désirant. Le principe rationnel, au sommet de cette hiérarchie, aidé par le principe d'ardeur, c'est-à-dire de l'élan du cœur comme élan moral, doit soumettre le principe désirant pour l'âme, conforme à sa structure essentielle, comme sa vérité et sa justice, demeure la puissance produisant des actions sociales et politiques d'une vitalité structurante et constructive. La justice est donc la vérité de l'âme ordonnée, avec rigueur, à l'articulation de ces trois principes. Cette justice ontologique, qui constitue fondamentalement la vérité de notre être, par laquelle se construit notre histoire consciente, Platon par Socrate l'explique à Glaucon en ces termes. La vérité est que la justice était apparemment quelque chose de ce genre à la différence près qu'elle ne concerne pas la réalisation extérieure des tâches propres à l'homme, mais l'action intérieure,
celle qui existe dans un rapport à lui-même et à ses tâches, que l'homme juste n'autorise aucune partie de lui-même à réaliser des tâches qui lui sont étrangères, qu'il ne laisse pas les classes qui existent dans son âme se disperser dans les tâches les unes des autres, mais qu'il établisse au contraire un ordre véritable des tâches propres, Q'. Il se dirige lui-même et s'ordonne lui-même, qu'il devienne un ami pour lui-même, qu'il harmonise les trois principes existants en lui, exactement comme on le fait des trois termes d'une harmonie musicale, le plus élevé, le plus bas et moyen et d'autres s'il en existe dans l'intervalle, qu'il lie ensemble tous ces principes de manière à devenir, lui qui a une constitution plurielle, un être entièrement unifié, modéré et en harmonie. La République, 443-443d. Ce long passage que nous convoquons ici se ponctue par trois déterminations inévitables pour la plénitude de notre être, selon Socrate, à savoir l'unité à soi, la modération et l'harmonie. En toute rigueur, peut-il avoir une humanité de notre être en dehors de ces trois déterminations ? Pouvons-nous prétendre être les humains si ces trois déterminations n'apparaissent pas à notre conscience comme des exigences absolues et vivantes ? À quoi chacune de ces trois déterminations renvoie-t-elle ? L'unité tient ici en une qualité ontologique, c'est-à-dire quelque chose de foncièrement inscrit en l'homme, et pour lequel de toutes ses forces, il devrait lutter en tant que souci. Souci comme l'entend Heidegger, c'est-à-dire certitude déterminante de notre être. L'unité à soi est alors la certitude qu'en l'homme existent trois principes, qui ne doivent nullement se confondre, mais doivent interagir dans la stricte ordonnance de la hiérarchie qui les structure. À cette seule condition, naît la deuxième détermination, à savoir la modération. La modération est la mise à distance constante, dans un permanent recueillement, de nos désirs et aspirations pour en déterminer trois principes. Le principe de la nécessité, ce qu'il faut. Le principe du temps, le moment qu'il faut. Le principe de la manière, comment il faut. Ces trois principes conduisent à ce qu'Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, appelle le juste milieu, conséquence nécessaire de la décision réfléchie ou de la raison droite. Ainsi donc, tout homme instruit et raisonnable s'efforcera d'éviter les excès de tout genre, soit en trop, soit en moins. Il ne cherche que le juste milieu de la chose même, c'est le milieu relativement à nous. C'est grâce à cette sage modération que toute science accomplit parfaitement son propre objet, ne perdant jamais de vue ce milieu et ramenant toutes ses œuvres à ce point unique. Livre 2, chapitre 6, paragraphes 8 et 9. La modération est le propre de la vertu, en tant que disposition intrinsèque à une chose. Particulièrement chez Aristote et chez Platon, la vertu, avant d'être une question morale ou éthique, est l'essence d'une réalité donnée. Sa vérité première qui la constitue et la fonde. Ainsi, un couteau qui ne coupe pas n'est pas un couteau vertueux, parce que couper participe de l'essence du couteau comme ce qui coupait. Dès lors, la vertu chez l'homme est son essence pensante. Notre vertu consiste donc dans notre essence d'être des êtres de pensée. Et qui pense, ne peut qu'ordonner et agir dans la juste mesure des choses, condition de la troisième détermination, l'harmonie. L'harmonie a une double exigence, interne et externe. L'exigence interne est l'harmonie intérieure du sujet humain. C'est clairement la quiétude de l'âme, c'est-à-dire la sérénité, celle qui fait que l'on est capable d'avoir la bonne et juste réaction en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances, parce qu'on aurait évité que le principe désirant soit au sommet de la hiérarchie des trois principes. Alors, cette exigence interne de l'harmonie n'intègre pas moins la pensée épicurienne des trois besoins, que sont les besoins naturels et nécessaires, ex, le manger et le boire. Les besoins naturels non nécessaires, ex, l'acte sexuel. Les besoins ni naturels ni nécessaires, ex, les honneurs, le pouvoir et la richesse. Sachant tous que nos besoins, mal pensés, constituent nos pires ennemis qui malheureusement perturbent terriblement notre rapport aux autres et au monde. C'est pourquoi il est nécessaire qu'à cette exigence interne puisse s'adjoindre l'exigence externe. L'exigence externe est la capacité à maintenir des relations de profonde humanité avec les autres, dans les diverses conditions de notre existence. Il s'agit de nous déterminer selon l'ordre nécessaire des choses, sans absolument vouloir les ramener à nous, suivant nos convenances. Éviter de se penser incontournable, en se décentrant pour être attentif à l'ordre des choses. Pour autant qu'on le veuille ou pas, beaucoup de choses ne peuvent dépendre de notre propre vouloir qui est parfois très égoïste. Cette exigence externe fait d'une certaine manière écho à la pensée stoïcienne,
dont la légendaire formule est « abstiens-toi et supporte ». Au-delà de son interprétation qui consiste à supporter avec un courage viril les souffrances et les malheurs, il est question dans cette essentielle idée du stoïcisme, de savoir que la condition fondamentale de l'épanouissement intégral de l'homme et donc de son harmonie, à la fois interne et externe, dépend de l'ordre nécessaire des choses. Le monde, dans lequel l'homme est inséré, est soumis à une nécessité ontologique, se manifestant par les phénomènes, comme expression de ses principes et de ses lois. L'homme, pour une existence essentiellement de liberté, condition absolue pour une vie fleurissante et pétillante en valeur et en qualité de vie, doit habiter la nécessité qui le structure tout autant que le monde, en l'objectivant de manière rigoureuse par l'articulation constante des trois principes de l'âme dans la hiérarchie de leur dépendance. Et donc authentiquement libre, parce que pétri d'humanité éclatante, celui qui est uni à soi, modéré et en harmonie avec les autres et le monde. Ce pourquoi nous sommes constitués, et ce vers quoi doit tendre inlassablement notre existence. La réponse à la question « Pourquoi sommes-nous ?» est alors, de manière radicale, l'objectivation et l'habité d'une liberté substantielle et éclatante, sans laquelle, de toute évidence, aucune vitalité sociale et historique ne peut être porteuse de progrès intégral et humanisant. Pouvons-nous en tirer toutes les implications politiques pour l'aujourd'hui de notre Afrique ? Telle est la question, sans doute ouverte, et sur laquelle nous tenons à terminer notre méditation, en vous témoignant de notre infinie gratitude. Chapitre 2 de la philosophie des drapeaux d'Afrique francophone, Dr Patrice Del à Condamine, chercheur France. L'Afrique anciennement française était un vaste ensemble réparti entre deux grandes entités administratives. L'AOF d'une part, ou Afrique occidentale française, et l'AEF ou Afrique équatoriale française d'autre part. Ces deux entités formaient un bloc compact totalisant pas moins de 14 territoires. À ceci il convenait d'ajouter encore les îles de l'océan Indien, des îles qui constituent des territoires situés en marge de dudit océan, dont les îles de la Réunion ou Mayotte sont actuellement les dernières reliques sur lesquelles flotte le drapeau français. Nous arrivons alors à un total de 17 territoires. Mais si nous parlons d'Afrique francophone, il convient d'ajouter 3 États, à savoir l'ex-Congo belge, le Rwanda et le Burundi. Nous arrivons au nombre de 20. Les pays issus de l'ère francophone devinrent indépendants à partir de 1958, année qui fut suivie de la Grande Vague de 1960 pour s'achever en 1977. La Guinée ouvrit la marche en octobre 1958, et la côte des Somalis devint l'État de Djibouti en juin 1977. Devenus des entités relevant du droit international, ces pays se sont dès lors dotés des éléments en rapport avec soit des constitutions, soit avec des hymnes et des drapeaux. Ce sont ces derniers qui nous intéressent. Notre objectif est de reprendre ces drapeaux, de les observer et les considérant sous les angles de leurs divers messages, de voir en quoi ils se distinguent, ce qui les relie entre eux, quelle philosophie émane de leurs couleurs et de leurs dessins. Qu'expriment ou qu'exprimaient ces morceaux d'étoffe hissés fièrement lors des cérémonies des indépendances. Nous nous interrogerons sur leurs messages, et sur ce que les pouvoirs et les peuples concernés ont pu en faire depuis. 60 ans, c'est, dit-on, l'âge de la maturité et des premiers bilans. Après 6 décennies d'indépendance, nous allons donc faire un petit décryptage des drapeaux de cette Afrique francophone, avant d'en tirer nos observations et de conclure. Tricolores verticaux. Nous remarquons que presque tous ces drapeaux sont faits de 3 bandes de couleurs. Mieux, nombre d'entre eux sont des vexillaires tricolores verticaux. Il suffit de les énumérer pour s'en convaincre. Sénégal, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun, Tchad, Rwanda, soit au moins 7 États qui partagent ou ont partagé des dessins similaires. Il ne fait guère de doute que nous sommes en présence de ce que l'emblématique peut désigner par l'expression de drapeau calque. Aucun doute, la marque française est là. Des drapeaux qui reprennent certes le dessin de l'ex-puissance tutrice, mais avec des couleurs adaptées à la réalité locale ou aux idéaux nationaux proclamés. Nous reprenons ces aspects bientôt. Tricolores horizontaux. Pour les autres États francophones, nous notons que 3 autres adoptèrent le jeu des 3 bandes, mais horizontalement, Niger, Haute-Volta, Gabon. On restait cependant dans une continuité graphique. Tricolores divers. Un État devait adopter un tricolore unique en son genre car il est fait de bandes diagonales montantes. Le Congo-Brazzaville,
dont l'emblème devait quelques années plus tard commencer une éclipse de 21 ans avant d'être rétabli. Enfin, toujours dans les tricolores, nous noterons la forme originale des dispositions des couleurs des drapeaux adoptés par le Dahomey et par Madagascar, au dessin fait de 2 bandes horizontales plus une bande verticale à la hampe. Si nous faisons le compte des États d'Afrique francophone, nous arrivons à pas moins de 13 pays au dessin qui sont ou qui ont été organisés selon le principe des 3 bandes, qu'elles soient verticales, horizontales, obliques ou disposées selon un autre graphisme. Autre version. D'autres États ont adopté des vexillaires plus particuliers. Celles furent les cas de la Centrafrique, du Togo, et de manière plus locale encore ce furent les drapeaux de la Mauritanie, des îles Comores ou de Djibouti. N'oublions pas les drapeaux de la RD du Congo et du Burundi, qui eux aussi répondent à des marquages historiques bien particuliers à ces 2 pays. Que disent ces drapeaux ? Il est temps maintenant de nous arrêter sur les messages que délivrent ces drapeaux. Nous pouvons y voir l'idéal panafricaniste, mais aussi nous remarquons une volonté de continuité historique entre un passé récent certes assumé par les graphismes, mais qui fait place à de nouvelles perspectives d'avenir via le choix des couleurs. Nous y notons aussi des rappels aux réalités géographiques et humaines locales, et de puissants appels à maintenir des cohésions nationales souvent fragiles. Enfin, nous notons des différences qui distinguent les drapeaux d'Afrique francophone avec ceux choisis par l'Afrique anglophone notamment. Les drapeaux de l'idéal panafricain. L'idéal du panafricanisme est incontestablement présent dans la majorité des drapeaux d'Afrique francophone. Mais il s'agit toujours des couleurs panafricaines de la seconde génération, celles des indépendances, faites de vert, de jaune et de rouge, et non des couleurs initiales prônées par les premiers intellectuels afro-américains des années 1920. Nous en expliquons les raisons un peu plus loin. Les couleurs du panafricanisme se retrouvent en effet sur nombre de drapeaux. Sénégal, Guinée, Mali, Burkina, Togo, Bénin, Cameroun, Congo, sans oublier la République centrafricaine qui les combine avec les couleurs françaises. Le Congo-Zaïre s'y essaya entre 1971 et 1997, et le Rwanda de 1960 à 2001. Au total, nous aboutissons à pas moins de 11 pays francophones vivant ou ayant vécu sous les couleurs panafricaines. Ces 3 couleurs panafricaines sont les symboles, rappelons-le, des étendues forestières et des richesses agricoles, vert, des savanes et des richesses minières, jaune, et de la lutte pour la liberté et le maintien de l'unité, rouge. Notons au passage l'entorse faite au panafricanisme par le Tchad, qui au vert représentatif des peuples du Sud et de leur environnement naturel a préféré installer du bleu, donnant d'ailleurs un drapeau qui le rend similaire à 2 autres vexillaires d'Europe. Autre tricolore. Les pays francophones ayant adopté d'autres couleurs n'ont cependant pas dérogé au principe tricolore. La Côte d'Ivoire l'exprime en orange blanc vert, le Niger également. À chaque fois il s'agira de représenter les grandes régions et leur population, entre désert et savane d'une part et régions agricoles ou forestières d'autre part, à chaque fois unies par la bande blanche de l'harmonie et de la paix. Le Gabon fait directement allusion à sa géographie. C'est le pays des forêts et des rivières, traversé par la ligne de l'équateur donnant le vert jaune-bleu national. L'ancienne dénommée Haute-Volta reprenait les noms des 3 bras du fleuve Volta, la Volta noire, la Volta blanche et la Volta rouge, produisant son tricolore horizontal qui flotta 14 années. Madagascar voulait exprimer l'union entre les populations mérina en rouge et africaines en vert, cohabitant dans la paix, avec la bande latérale blanche. Différence entre francophones et anglophones. Les États francophones et anglophones ayant accédé aux indépendances sur une tranche de temps assez proche, les indépendances des ex-colonies britanniques se sont davantage étalées dans le temps. Il n'est pas inutile de nous livrer à des comparaisons et quelques constats. Nous venons de parler du panafricanisme. Nous savons à ce sujet que cette idée s'est traduite sous 2 grandes variantes chromatiques, le rouge-noir-vert et le rouge-jaune-vert. Il est remarquable de constater que la version première n'a pas pris en Afrique francophone. L'explication vient manifestement du fait que ces couleurs sont restées attachées à l'univers anglo-saxon, et qu'en conséquence elles n'ont pas vraiment touché le monde francophone africain. Le rouge-noir-vert a d'ailleurs eu assez peu d'écho en Afrique noire, même s'il a été adopté par 3 pays essentiellement, à savoir le Kenya, le Malawi et le Sud-Soudan,
les couleurs de ce dernier pouvant être d'ailleurs aussi rattachées aux couleurs pan-arabes du Soudan. Quand ils n'ont pas opté pour les couleurs panafricaines, les États anglophones ont privilégié des éléments propres à leur histoire ou à leur géographie, bande centrale bleue du fleuve Gambie sur le drapeau de l'État homonyme, bleu-blanc-vert des deux composantes sierra-léonaises, esclaves libérés et population autochtone, bande blanche du fleuve Niger traversant le riche territoire vert du Nigeria, etc. C'est pourtant, rappelons-le, un pays d'Afrique anglophone, le Ghana, qui avait le premier lancé la deuxième génération des couleurs panafricaines en référence et hommage à l'Éthiopie. Mais curieusement, l'initiative de Nkrumah ne fut pas reprise par ses pairs anglophones, et ce furent les leaders francophones qui reprirent cette version en l'adoptant à travers des variantes selon les pays. Fidélité et liberté. Quelques commentaires peuvent être faits sur ces drapeaux tricolores. Pour les drapeaux tricolores verticaux, nul doute n'est permis quant à l'influence du dessin républicain français. Certains en concluront que ces drapeaux seraient encore en partie coloniaux. Coloniaux ou fidèles à une part de leur histoire? Que sont les pays existants présentement, sinon les produits de ce que d'autres firent d'eux avant même qu'ils existassent? On n'a pas à le déplorer, d'autant qu'en cherchant un peu, nous sommes tous les produits de ce qui s'est passé chez nous ou pour nous mais avant nous. Pour les individus que nous sommes, c'est le même principe. C'est donc la fameuse colonisation, qui a fabriqué ces entités devenues des États relevant désormais du droit international, qu'on le veuille ou non. Ces dessins, certes issus du drapeau tricolore français, sont en conséquence des dessins assumant l'histoire. Mais en revanche, ce qui est différent et nouveau, c'est que leurs couleurs relèvent désormais d'autres options, à savoir le panafricanisme, ou reflètent des situations spécifiques à chacun de ces pays, Côte d'Ivoire, Tchad, Gabon. Ces drapeaux s'inscrivent donc dans une continuité. Ils sont à la fois un témoignage d'une histoire passée, tandis que par leurs couleurs ils sont les messagers d'avenir, porteurs des idéaux de liberté et d'unité développés avec les indépendances. Nous pourrions noter au passage, pour répondre à ceux qui jugeraient ces drapeaux encore trop marqués par le fait colonial, que les pays d'Afrique n'ont pas le monopole de cette formulation emblématique. Les États-Unis ont repris les couleurs des anciens colons, la Tunisie arabe s'est dotée d'un vexillaire néo-ottoman, certains États d'Asie centrale ex-soviétique ont bien repris le bleu qui fut la marque des anciens cavaliers turco-mongols qui traversèrent leur territoire autrefois, tandis que les pays slaves d'Europe centrale reprirent le blanc-bleu-rouge qui n'était finalement au départ que l'identité chromatique de l'Empire russe. Des drapeaux d'unité au-delà des différences. L'Afrique noire est incontestablement la partie du monde la plus fractionnée sur les plans de la diversité à la fois ethnique, culturelle, linguistique. C'est ce qui fait sa richesse. Mais cette diversité s'est trouvée encore complexifiée par les tracés des frontières de la Conférence de Berlin de 1885. Le résultat fut qu'aux indépendances, la meilleure formule était encore de hisser des drapeaux simples et rassembleurs, donnant autant de dénominateurs communs parlant à tous, au-delà des différences. De ce point de vue, les drapeaux modernes d'Afrique francophone ont tenu à respecter une sorte de laïcité sociétale, permettant en principe à des populations animistes, chrétiennes ou musulmanes de poursuivre leur cheminement ensemble. Tous les drapeaux d'Afrique francophone répondent à cette exigence d'unité. Les explications des textes officiels ne font que le confirmer. Les petites étoiles des provinces du Congo réunies en un même ensemble symbolisé par la grande étoile dans le drapeau azur, aux étoiles des îles Comores, en passant par l'étoile camerounaise, voire l'association du bleu et du vert djiboutien rappelant qu'Afar et Issa doivent apprendre à partager un destin commun. Le Burundi avait pendant plusieurs années installé le tambour royal au centre de son drapeau à croix en sautoir blanche sur fond rouge et vert, mais les caractéristiques de ce pays, notamment sa dimension plus réduite, pouvaient le lui permettre. Finalement, du moins dans leur esprit, ces drapeaux se veulent fidèles à l'esprit de liberté, d'égalité et de fraternité qui, nous ne pouvons le nier, les a marqués dans leur conception moderne de la société humaine dont les pouvoirs ont aujourd'hui la responsabilité et la gestion. Les drapeaux tricolores d'Afrique francophone répondent quelque part à leur manière à ces idéaux universels. Un drapeau franco-africain. Nous voulons parler d'un cas d'espèce. Alors que la future Centrafrique portait encore le nom d'Ubangi Chari, le leader de ce pays, Barthélemy Boganda, dont la francophilie n'était pas à démontrer,
avait imaginé un drapeau pour l'Afrique centrale qui combinerait les couleurs réunies de la France et du panafricanisme. Les États-Unis d'Afrique centrale ne virent pas le jour, mais un drapeau était né, bleu, blanc, vert, jaune, traversé au centre par une bande verticale rouge, couleur partagée par les deux emblèmes. L'étoile jaune du parti MESAN était greffée sur la bande bleue près de la hampe. C'est le drapeau qu'a adopté la République centrafricaine, et qu'elle conserve depuis lors. Drapeau vierge de tout motif. Dans le prolongement de ce que nous venons de dire, nous remarquons que la plupart des drapeaux africains sont généralement vierges de tout motif particulier. L'on aurait pu s'attendre, à la faveur des idéaux portés par l'anticolonialisme, à voir figurer des emblèmes locaux, ce dont les civilisations négro-africaines ne manquaient pas au vu de leur riche patrimoine en la matière. Entre la lance de Fouladu, l'arbre de l'Empire Jolof, le siège royal des Ashantis, le porc-épic d'Apollonie, la croix d'Agadès ou les masques du pays Téké, l'éventail des possibilités ne manquait pas. Mais rien de tout cela. Aucune allusion à une ethnie, à une culture, à quelque croyance ou à un culte spécifique. Pourquoi ? La réponse est dans l'histoire elle-même. Insérés dans des frontières à l'origine étrangères à eux-mêmes, les États constitués n'ont guère eu le choix. Il eût fallu alors installer autant de petits symboles qu'il y avait de tribus ou de clans présents. Impossible. Et n'en mettre qu'un, c'était courir le risque de multiples dissidences. Aussi, le seul emblème qui a réussi à s'implanter sur les drapeaux, c'est l'étoile. Étoile guide de la liberté africaine, étoile indiquant l'impératif besoin d'unité. C'est ce qui explique sa présence sur les drapeaux du Sénégal, du Cameroun, du Burkina, voire de la Centrafrique ou de la RD du Congo. La même étoile, en rouge cette fois, indiquait la voie révolutionnaire à suivre sur le drapeau du Bénin, comme l'étoile du Parti unique au Congo, pendant la phase marxiste que ces deux pays connurent quelques années. Drapeau éphémère, drapeau à éclipse, drapeau supprimé. Les drapeaux épousent les parcours des humains qui les font et qui s'y projettent. Certains drapeaux furent éphémères, d'autres flottèrent avant d'être abolis, tandis que d'autres connurent des éclipses avant de revenir. Le champ vert à grande étoile jaune du Sénégal ne dura que quelques mois. Le drapeau vert-jaune-rouge marqué du Kanaga de la Fédération du Mali puis du Mali seul, fut aboli face aux protestations des puristes musulmans qui n'admettaient pas une quelconque représentation humaine sur un emblème. Les tricolores congolais et dahoméens furent supprimés respectivement en 1970 et 1975, au profit de drapeaux à la symbolique marxiste, mais ils furent remis à l'honneur en 1990 pour le Bénin et en 1991 pour le Congo. Le drapeau voltaïque fut supprimé le 4 août 1984, car il fut jugé inadapté, ne reflétant pas aux yeux des nouveaux dirigeants de l'époque les idéaux panafricains. Remplacé par un rouge sur vert à étoile jaune, à la symbolique militante très affirmée, donnant le drapeau sans doute le plus révolutionnaire qui demeure à ce jour en Afrique francophone. Mais depuis la rectification de 2007, la symbolique a mentalement glissé vers une idée plus globale et purement patriotique. Dans le lot des changements, nous n'oublierons pas la Mauritanie, qui a aboli son drapeau vert au croissant et à l'étoile jaune en 2017, au profit d'un emblème reprenant le modèle précédent, mais avec deux bandes rouges sur les bordures supérieures et inférieures. Ce pays en marge de l'Afrique noire est du coup entré dans le club des couleurs panafricaines. Parmi les drapeaux éphémères, nous relèverons le drapeau de l'Union des États africains, proposé à l'origine pour unir la Guinée, le Mali et le Ghana, et qui concernait donc deux pays francophones. Il était horizontalement rouge-jaune-vert, avec 3 étoiles noires dans la bande jaune représentant les États en question. Nous pourrions évoquer les États éphémères surgis dans la guerre civile congolaise des années 1960, allusion au Katanga et au Sud-Kasaï, et nous mentionnerons que ce dernier avait aussi adopté les couleurs panafricaines, avec son biparti horizontal rouge sur vert au grand V jaune. Pour les passionnés curieux de dévoiler les mystères des drapeaux d'Afrique francophone, nous nous souviendrons qu'en 1976, la Centrafrique manqua de peu d'abandonner son drapeau, le maréchal empereur Bokassa ayant annoncé un nouveau modèle basé sur un champ vert avec un croissant et une étoile jaune dans la partie flottante, et un canton jaune sur blanc. Mais le changement annoncé demeura à l'état de projet avorté. Et demain ? Si demain n'est écrit nulle part, il n'empêche que ce sont les humains d'aujourd'hui qui le préparent.
Peut-on dire qu'il y a en Afrique noire des contestations quant aux emblèmes nationaux actuels? Nous avons vu que parfois, les pouvoirs en place ou issus de révolutions de palais avaient pu changer les symboles d'État, le parcours du Bénin, du Congo-Zaïre, du Burkina ou du Rwanda étant là pour nous le rappeler. Mais depuis, hormis quelques ajustements institutionnels, les idées de changement ne semblent pas rencontrer d'écho. Les drapeaux devenus les symboles de l'unité des nouvelles nations toujours à consolider, sont beaucoup trop précieux pour être contestés par qui que ce soit. De telles initiatives non seulement relèveraient de l'utopie et de l'inimaginable, mais elles se verraient immédiatement condamnées. Les seuls cas de contestation relèvent de situations régionales bien spécifiques, mais dans ces cas sont des drapeaux propres aux dites revendications qui sont alors brandis. Les pouvoirs en place tentent de les gérer au mieux. En conclusion, nous pourrons dire que la vexillologie des pays d'Afrique francophone s'inscrit bien dans un continuum géopolitique classique. Si les couleurs hissées reflètent des idéaux légitimes de liberté retrouvée et de souveraineté, mettant désormais ces pays sur la scène internationale, force est de reconnaître que les dessins reflètent aussi une histoire qui a commencé avant que ne se constituent les entités présentes, mais une histoire qui se poursuit avec ses héritiers. En bref, une vexillologie à la fois militante mais aussi prudente, visant avant tout à maintenir l'harmonie nécessaire entre les groupes humains constituant ces sociétés généralement très composites. De cela, l'Afrique ne peut que se féliciter. La sagesse inscrite sur ces drapeaux ne peut qu'inciter au dialogue et donner espoir à tous ceux qui aspirent à affirmer leur unité dans le respect des diversités dont ils constituent la richesse. Ci-dessus 4 drapeaux. Le tricolore camerounais de 1957, pionnier panafricain dans l'espace francophone. Le tricolore Okanaga de la Fédération du Mali puis du Mali seul. Le projet centrafricain non abouti de 1976. Un regard sur la vexillologie anglophone avec le premier drapeau projeté pour le Nigeria mais abandonné. Le drapeau du Cameroun. Le Cameroun n'était pas une colonie. C'était une possession allemande dont le territoire s'était trouvé investi par les armées britanniques et françaises au cours de la Première Guerre mondiale. Le pays avait ensuite été placé sous mandat par la SDN, aux 2 occupants. C'était un mandat dit de classe B. Dès 1957, le Cameroun, désigné comme État sous tutelle, se dote d'un drapeau qui flotte aux côtés du drapeau français. Le 27 octobre 1957, un tricolore vertical vert-rouge-jaune est choisi. Le Cameroun devient ainsi le tout premier pays d'Afrique francophone à adopter les couleurs panafricaines, et à ce titre, il est important d'affirmer qu'il eut le rang de pionnier. Le vexillaire camerounais de 1957, tricolore de style français, couleur panafricaine, une première en Afrique francophone. À l'indépendance le 1er janvier 1960, le Cameroun conserva son drapeau tricolore sans motif. Mais un événement allait tout changer. Quelques mois plus tard, le Cameroun britannique se divisa entre le sud rejoignant le Cameroun en octobre 1960, le nord allant au Nigeria. Le nouvel État se retrouvait donc dans une situation inédite, avec une part francophone et une part anglophone. Il convenait donc de traduire cette nouvelle page par un drapeau représentatif. En même temps que la République fédérale du Cameroun était proclamée le 1er octobre 1961, les autorités firent ajouter 2 petites étoiles jaunes en haut de la bande verte. Il s'agissait de représenter le Cameroun oriental, français, et le Cameroun occidental, ex-Cameroun du Sud britannique. Un peu plus de 10 ans plus tard, soit le 20 mai 1972, il devenait important aux yeux du pouvoir de marquer l'unité du pays. Le système fédéral fut formellement aboli, et la République unie du Cameroun fut proclamée. Le drapeau aux 2 étoiles survécut tout de même encore 3 ans, avant l'arrivée d'un nouveau modèle. Les 2 étoiles pour représenter les 2 parties fédérées sous les mêmes couleurs. Drapeau de 1961 à 1975. Drapeau établi le 20 mai 1975. Une grande étoile pour un seul Cameroun. Le 20 mai 1975, une 3e version du drapeau camerounais était adoptée, vert-rouge-jaune à une seule grande étoile à 5 raies jaunes dans la bande centrale rouge. Le drapeau camerounais panafricain a donc fêté en l'an 2000 ses 63 ans, tandis que sa variante actuelle ses 45 ans. Au Cameroun,
C'est le jour de l'unité qui est la fête nationale. Celle-ci a donc lieu le 20 mai, en mémoire du mai 1972. Le temps de la maturité et de la construction continue de la nation est donc venu, et le drapeau a été le reflet de cette évolution. Depuis 1984, la désignation de l'État est désormais République du Cameroun. Patrice de la Condamine. Le 11 novembre 2020. Pour la Société africaine de métaphysique. Yaoundé, Cameroun. Le drapeau défile pour le 20 mai, Dr. Chapitre 3. Du criticisme comme philosophie de la laïcité, Dr Clotaire Mintoume. Résumé. Si on considère que la société laïque est celle dans laquelle chacun est libre d'adhérer à la croyance de son choix, et même de ne pas croire du tout, il n'est pas difficile de voir dans le kantisme les bases de la laïcité. En démontrant que la raison humaine est incapable de démontrer de façon objective que Dieu existe et qu'il y a une vie après la mort, il a reconnu pour chacun la liberté d'y apporter la réponse qu'il veut à condition qu'elle ne nuise pas à l'ordre social. En outre, en subordonnant la religion à la morale et en plaçant la moralité de l'acte humain dans le caractère universalisable des maximes, il a confié la décision du bien à la volonté générale et a initié le processus de sécularisation de la société occidentale. Introduction. La métaphore de la lumière a été choisie pour désigner le mouvement de pensée du XVIIIe siècle qui a traversé toute l'Europe, et dont le but était de libérer l'homme des ténèbres de l'ignorance et des préjugés grâce à la raison. Il s'agit des Lumières françaises, de l'Aufklärung allemande. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.